Allez, donc on va démarrer par le calendrier économique. Donc, du coup, lundi 17 août. Non, c'est pas 17 août. On n'aura rien. Donc, il n'y a rien. Hop. Mardi 18 août. Mardi 18. L'indice des prix à l'export, l'indice des prix à l'import, ça oui, 14h30, c'est l'indice des prix. Ça, on va se le mettre, indice des prix import et export. C'est important un peu pour l'inflation. 14h30, 14h55, on aura les Redbook vente au détail. Ça, c'est plus pour moi, pour le préparer avec vous. Tac. Production manufacturière, outils, production industrielle, tac, 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 promesse de vente de logement, taux d'utilisation des capacités. 16h45, GDP d'Atlanta. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Logement, c'est pas avec la bougie de 16 heures, ça peut pas être sauvage, non? Oh, je sais pas. D'accord. Il y a plus de crise de logement aux États-Unis. Les gens n'arrivent pas à acheter des maisons. Donc, Right. 13h, le taux hypothécaire, du coup, 30 ans. Stock, production d'essence, exploitation, on est bon. Importation de pétrole, CR30, on est bon. Hop, 19h, adjudication 20 ans. On va le voir justement en plus, 19h. On va voir l'impact sur les taux. Et 20h, le compte rendu du FOMC, minute FOMC. Donc, qui est tout petit hein, maintenant, depuis que c'est Kevin Warsh, le nouveau président. Il n'y a plus beaucoup d'informations. Jeudi, comme d'habitude, les inscriptions au chômage, donc l'emploi toujours au centre des informations le jeudi, 16h, indicateur avancé, ça on va se le mettre. Hop. Et après, on va avoir 19h, l'adjudication 30 ans cette fois-ci. Et ensuite, vendredi, 2 chiffres sur les PMI, donc 15h45, marché ouvert. Faire attention, PMI, services et donc manufacturier. Voilà pour cette semaine. Il n'y a même pas. Pardon, vas-y. Oui, il n'y a même pas. D'habitude, il y a les positions nettes spéculatives le vendredi, et là, ça y est pas. Ah, mais là, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde hein, sur le marché. On le voit, la volatilité le soir, elle se tasse énormément. Ah ouais, oui. Ouais, il n'y a aucun résultat cette semaine. Donc, voilà. Donc, un très, très, très petit programme. Donc, ça sent les vacances. Ça sent les vacances pour cette semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder. Est-ce que c'est bon pour vous tous déjà? Est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Hop. Okay. On va regarder, on va s'intéresser un petit peu notamment à l'inflation, puisque c'est les chiffres que l'on a eu cette semaine, hein, l'inflation, avec notamment le CPI qui est sorti et donc en préparation, on va dire, du PCE qui doit arriver d'ici la fin du mois. On peut voir que pour la prochaine réunion de septembre, les choses ont quand même un petit peu bougé, hein, puisque on avait 55% des gens il y a une semaine qui pensaient qu'on aurait un statu quo au niveau des taux. Et donc, on avait quand même c'est presque une moitié, presque 50-50 qui pensaient qu'on aurait une augmentation de taux. Et on voit que ça s'est bien inversé, d'où un petit peu ce gap haussier hein, sur les indices que l'on a eu, du moins cette tendance haussière, puisqu'on a eu des bonnes nouvelles sur l'inflation.
Voilà. Donc, c'est ce qui a entraîné le marché. Mais si on regarde quand même d'ici la fin d'année, on peut voir que on a quand même une majorité de personnes, hein, si on additionne 44, 18 et 2, il n'y a que 34% des gens qui pensent qu'à la fin de l'année, on aura toujours des taux inchangés. Donc, ça veut dire que par défaut, il y en a 66% qui pensent qu'on aura au moins une augmentation de taux, puisqu'il y en a qui visent même 2, voire 3. Donc, bon, essentiellement, quand même, la majeure partie est dans une seule hausse de taux. Qu'est-ce que c'est qui pourrait donc faire ce changement, hein, pour le mois de septembre? Ben donc tout simplement déjà, on peut le voir, c'est le chiffre du CPI. Donc le CPI qui est sorti dans le consensus. Il est sorti autour de 3,4, c'était le consensus, il est sorti dans le consensus. Donc ça a quand même fini un petit peu par rassurer le marché. Là, on peut voir sur le graphique que c'est l'indice CPI depuis donc 2017. On voit qu'on se rapproche un petit peu, hein, de ces zones un petit peu clés. On n'a pas été toujours sous l'objectif de 2% depuis une dizaine d'années. C'est le target de la Fed, mais normalement, on tourne, on oscille autour des 2%. Là, on peut voir qu'on est plutôt vers les 3 et quelques. Et donc là, on est tombé, on a eu, vous voyez ici, une baisse assez importante du taux. Donc c'est quand même intéressant pour le marché, et ça va rassurer le marché. C'est pour ça que le marché ne price qu'une seule hausse de taux, ne price pas de hausse de taux en septembre, parce qu'il considère que il est rassuré, que la Fed pourrait être rassurée par cette information. Le problème que l'on a, c'est que depuis que Kevin Warsh est président de la Fed, on n'a plus de guidance de la part de la Fed. Donc le marché est data dépendant. Souvenez-vous, de toute façon, dans son discours, dans sa première réunion de Fed, il avait dit que de toute façon, les data donnaient une direction au marché beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante que les guidances de la Fed. Et donc, il a arrêté de donner ces guidances pour ça. Donc, ce qui fait que à aujourd'hui, quand même, le marché, on le voit, on le sent là actuellement, je trouve, c'est que, tiens, d'ailleurs, je vais ouvrir en attendant le logiciel, donc deux petites secondes. On le voit actuellement, c'est que tant qu'il n'a pas de data, ben, il est plutôt dans une phase d'attente, hein. Là, on sent qu'il n'y a plus de volume, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas d'informations clés importantes qui vont arriver sur le marché. Et donc, on vient de le voir encore moins cette semaine. Donc, on peut voir que le marché se complaît, du moins là-dedans, malgré que quand même, on va le regarder, il y a des opportunités, il y a des conséquences sur la situation actuelle au niveau économique et au niveau des taux, notamment. Donc, ça, c'est le CPI. Et regardez si on passe juste donc du CPI qui, lui, se dirige assez bien vers l'objectif quelque part, hein. Il est entre 2 et 3, donc il est bien placé vers l'objectif. Ça, c'est le core CPI, hein, pardon, le core CPI, donc qui exclut l'alimentation et justement les énergies pour se concentrer vraiment sur c'est ce qu'on disait, quand on a du service notamment qui prend de l'inflation, on dit tout le temps que c'est une inflation qui, elle, ne rebaisse quasiment jamais. C'est-à-dire que vous avez rarement entendu votre compagnie d'assurance, par exemple, vous dire que finalement, eh bien, l'année prochaine, vous payerez moins cher que cette année, hein. C'est assez rare. Donc, alors que le pétrole, où on est habitué, par exemple, que le prix à la pompe puisse varier, hein, l'énergie puisse varier, mais c'est jamais que votre assureur ou votre ostéopathe, finalement, baisse les prix de ses consultations ou autres. Donc, ça, c'est le CPI Core. Et donc, si on bascule sur le PCE, souvenez-vous, le PCE Core, le PCE, c'est quand même la mesure préférée de la Fed, hein, du moins avant que ce soit Kevin Warsh, le président de la Fed. On peut voir que, vous voyez ici, il était en dessous, hein, donc de cet objectif de 2% d'inflation et le PCE Core, et qu'il est beaucoup plus élevé finalement. Regardez, entre ici le CPI et ici le PCE, on ne voit pas la même tendance, hein, on ne voit pas le même effet, le même visuel. Donc cette tendance qui, elle, est plutôt restée sur des tranches hautes, inquiète le marché. Et donc, qu'est-ce que c'est les conséquences de tout ça? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi
qu'est-ce que c'est qui peut maintenir cette inflation élevée? C'est avant tout forcément ce contexte géopolitique et cette guerre en Iran, cette tension dans le détroit d'Ormuz qui contraint, bloque un petit peu les, la production et le commerce du baril de pétrole, et donc qui se dilue un petit peu dans toute l'économie. Parce que forcément, hein, tout le monde applique et réapplique les, les, les dépenses plus élevées qu'ils ont, et des entreprises y compris. Et ça devrait avoir un impact sur le marché, et donc ça devrait être plutôt quelque chose qui devrait inquiéter le marché, hein, si on considère que ça peut avoir un ralentissement, ou du moins ça peut être vecteur de ralentissement ou d'inquiétude. Euh, on peut voir que pour l'instant, l'effet principal que ça a, c'est plus sur les taux américains. C'est-à-dire que, regardez, ça, c'est les taux américains à 10 ans. Hein, donc, on peut voir que dans la semaine, il y avait eu notamment une adjudication, notamment, regardez ici, sur du 3 ans. Attendez, je vais mettre, hop, voilà. Ça, c'est une adjudication qu'il y a eu sur 3 ans d'endettement, hein, au niveau, vous voyez ici, de la note américaine, hein, une note qui est toujours très très bien notée par les banques américaines, les banques mondiales. Mais on peut voir que, regardez, ça c'est le début de la guerre en Iran. Hein, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ce graphique parce que c'est bien marqué. On peut voir que c'était plutôt sur une tendance qui oscillait entre 3,50 et 3,55. Hein, donc c'était assez contenu. Et depuis donc la guerre en Iran, boum, on a complètement explosé. Et là, donc cette semaine, la semaine dernière, il y a eu une adjudication 3 ans sur, je crois que c'était 55 milliards de dollars américains qui ont été émis de dettes, et donc qui ont été prêtés, qui ont été fixé à 4,29 sur cette période. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont prêté cet argent au gouvernement américain sur 3 ans vont avoir 4,29 par an, hein, bien sûr, sur cette période-là. Alors, c'est pourquoi on s'intéresse à ces taux directeurs, c'est parce que ces taux, pas directeurs, pardon, mais à ces taux d'emprunt, c'est parce que les taux d'emprunt, forcément, je crois que l'impact de mémoire, je n'ai pas marqué, mais je le cherchais là avant de démarrer, mais l'impact, si les mêmes sommes avaient été empruntées au mois de février, donc les 55 milliards, je crois que c'est 200 millions d'écart de remboursement. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de millions d'euros de taux de quelque part qui sont plus chers, qui sont perdus dans la capacité. C'est de l'endettement. Il y a 200 millions de dettes en plus juste pour payer la différence de taux d'intérêt. Sur 3 ans. Donc, imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est juste sur 3 ans. Mais on va voir qu'il y a le taux 10 ans, le taux 30 ans, le taux 20 ans. Il y a plusieurs endettements, 7 ans. Donc Le mieux, là, c'est 10 ans, non? le 10 ans, c'est celui qui donne un petit peu, on va dire, l'équilibre entre les courts et les très longs, entre le 30 ans qui est très long et le 2 ans, 3 ans, ou même 6 mois, 8 mois qui sont courts. Le 10 ans, lui, il est médian, en fait, il est un peu au milieu, et c'est pour ça que souvent on prend comme exemple le 10 ans. Mais c'est tout aussi inquiétant de voir les États-Unis s'endetter sur 30 ans à des taux très élevés. Parce que, alors même si, oui, dans les 30 prochaines années, on a quand même confiance à la force de l'économie américaine, mais reste que les taux sont très élevés sur cette période-là, et donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Si on doit revenir à du 2% d'inflation sur comme le voudrait la Fed d'ici donc les 2 ans, hein, à venir. Imaginez si vous prêtez sur 30 ans donc on va le voir, le taux 30 ans, hein, il est à plus de 5,21 d'ici. Donc, si vous prêtez sur 30 ans à 5,21 et que effectivement la Fed arrive à baisser ses taux à 2%, ça veut dire que quand même vous avez plutôt un bon placement pour les 30 prochaines années. Alors certes, la bourse nous donne beaucoup plus que 5% par an, surtout pendant 30 ans, mais bon, mine de rien, ça reste quand même une valeur ultra sûre
ailleurs pour pouvoir placer son argent. Et c'est un petit peu, à aujourd'hui, le paradoxe de ce marché. C'est ce qui est bizarre un petit peu sur ce marché, et c'est ce qui fait que, moi, je vous dirais, il faut se méfier un peu de ce qui va arriver là, d'ici la fin d'année, d'ici même la rentrée. C'est qu'on Pardon. le sait qu'on est en août, et qu'en août, il y a moins de volume, il y a moins Mmh. d'acteurs sur le marché. Et on peut voir que on est toujours dans cette tendance un petit peu d'utilisation des bons résultats des entreprises, de chaque bonne nouvelle, notamment sur l'inflation, dope le marché à la hausse. Chaque tweet de Trump ou de Bessent ou des uns ou des autres, de toute son équipe, peut tirer le marché à la hausse aussi, et finalement peut surtout on va dire, tricher avec les algorithmes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent leur temps à tweeter des informations en fait, on se rend compte qu'elles sont complètement fausses, hein. Je veux dire, Mmh. je crois qu'il y a une IA qui a compté que Trump avait dit qu'il était d'accord et que le conflit était fini avec l'Iran, qu'ils allaient signer un accord de paix. Je crois que c'est 26 fois. Donc, depuis le début de la guerre. Donc, Mmh. c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose Mmh. d'ahurissant. C'est-à-dire, ça fait 26 fois qu'il fait la paix avec et qu'il signe des traités qui n'ont jamais été signés et qui Ah, n'existent pas en fait finalement. avec lui-même. Donc, mais c'est en fait, ils ont juste compris quelque chose, c'est qu'ils ont compris comment manipuler des algorithmes, manipuler le marché quelque part, et faire que, eh ben, niveau du marché, ce soit pas si grave que ça, malgré le contexte. Et là où on peut le voir, c'est que, ben, par contre, au niveau des taux, là, ça ment pas, parce que là, c'est pas des algos hein, qui prêtent les taux, c'est quand même des décisions, c'est sur une émission de dette. Il y a une concertation au niveau des acteurs bancaires qui disent, ben voilà, nous, on est prêt à prêter sur ce montant-là. Personnellement, vous avez certainement jamais prêté de l'argent au gouvernement américain, bien que vous auriez pu le faire à travers votre banque, qui vous a déjà proposé des obligations d'État, mais où ils vous disent, ben voilà, c'est un taux garanti pendant X années, mais si tu sors avant les X années, tu prends une pénalité, etc. Donc, on l'a tous connu, hein, ce produit, on y a tous eu affaire un jour. Mais c'est le taux que eux nous vendent, en fait, si vous voulez, c'est le taux que eux ont bien voulu quand même accepter à ce moment-là où il y a eu l'émission de la dette de la part de l'État. Et donc, si eux, comme souvenez-vous, on avait travaillé sur comment ça se passait les adjudications, c'est-à-dire qu'on propose un taux et puis ça remonte et tout le monde est servi au même taux. Et donc, si ce taux il devient de plus en plus haut, il monte de plus en plus, ben ça c'est une tendance. Là, on se dit, ben, ok, là la prochaine adjudication, ben, cette semaine qui va avoir lieu, il y a de il y a de faibles chances, dans le contexte actuel, que même si Trump dit que ça va aller mieux, ou qu'il va signer, quand ça fait 30 fois qu'il dit qu'il va signer la paix, tant qu'il n'aura pas signé, je ne pense pas qu'on soit plus bas, ou du moins pas très éloigné du 5,21 que l'on a sur ce graphique. Donc ça, c'est une tendance, hein, c'est le graphique qui nous donne à peu près une tendance de ce qui va avoir lieu dans l'adjudication qui arrive. Et donc, c'est un vrai sujet parce que on est quand même sur un marché, regardez, pareillement au taux 10 ans, depuis le début de la guerre en Iran, on peut voir que c'était un marché avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, et d'un seul coup, ben forcément, ça s'est complètement inversé, et maintenant, on arrive quand même sur des sommets. On est à 4,75. La dernière fois que les États-Unis empruntaient sur 30 ans à 5,21 comme on vient de le voir, et à presque 5% sur 10 ans, c'était la crise des subprimes de 2008. Alors, il n'y a rien, ça c'est choc de dire ça, mais il n'y a rien de comparable entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pouvait se passer en 2008. Parce qu'en 2008, c'était une crise qui était liée à une structure de marché et à une surconsommation du crédit immobilier. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de surconsommation de crédit immobilier. On ne peut plus faire de crédit. Les taux sont trop élevés aux États-Unis, justement. Et donc, on peut se dire, mais pourquoi, en fait, Trump veut absolument qu'on baisse les taux, alors qu'il fait de la guerre de l'autre côté et s'empêche de baisser les taux. Je pense que stratégiquement, cette volonté aussi qu'on a eu de voir de ne pas pouvoir de ne plus donner de guidance, de ne plus donner d'objectifs.
on la voit aujourd'hui dans le graphique, c'est que quand on est dans le consensus, vous voyez, le marché, il est reparti à la hausse assez fortement. Il s'est bien placé, il s'est placé au-dessus des 30 000 points et il n'est pas si loin finalement de son record même historique depuis de toujours. Et il est, je crois, attendez, on va regarder, son plus haut historique, c'est 31 000. Donc voilà, il est à 1000 points, il est à 3%. 3% de son plus haut historique dans le contexte actuel. Donc c'est largement, c'est plutôt très très bien. Et pourquoi en fait Warsh pourrait jouer cette carte de je ne dis pas de guidance et je ne donne pas de direction, alors que il pourrait dire tout simplement tant que les taux sont élevés, tant que le contexte ne permet pas de baisser des taux ou tant qu'on n'a pas fait des progrès sur l'inflation, on ne bougera pas ou voire on se penchera sur une augmentation de taux. Pourquoi il donne plus ça? C'est parce que en fait finalement il a peut-être raison. Regardez ce qui vient de se passer. À peine on a un chiffre qui est dans le consensus, ce n'est pas un chiffre qui est beaucoup plus bas que le consensus, c'est un chiffre qui est dans le consensus, dans ce que l'on pensait avoir comme chiffre, bouf, le marché explose vers le haut. Et donc, en fait, finalement, le marché attend la data, stagne, voire larve un petit peu vers le bas. Et dès que la data sort, si elle n'est pas inverse de ce qu'il espérait, boum, il est tiré vers le haut. Et là, il va larver un petit peu plus haut. Et dès qu'une data va sortir, notamment la semaine prochaine, pas la semaine là qui arrive, mais celle d'après, quand le PCE va sortir, si le PCE sort dans le consensus ou en dessous, boum, vous verrez qu'il se rapprochera de son plus haut, malgré le contexte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas de guidance. Il ne peut pas se dire, OK, en gros, la Fed nous avait dit que si l'inflation était dans le consensus, il n'y aurait pas de baisse de taux. Ou si ça, il ne peut pas. Donc, il est obligé de le pricer au moment où ça sort. Mais en même temps, il va surinterpréter cette information. Parce que là, quand on voit qu'on a un switch en gros, il y avait 50-50 qui pensaient qu'on pouvait avoir une hausse de taux en septembre, mais juste parce que le CPI est sorti dans le consensus, pas plus bas que le consensus, mais dans le consensus, d'un seul coup, on a un switch, on a 65% ou 66%, on vient de le voir, de personnes qui pensent qu'on n'aura pas de baisse de taux, on n'aura pas de hausse de taux, pardon, en septembre. Donc, en fait, on voit bien que ça manipule l'opinion, en fait, de se dire que comme on n'a pas de guidance, on est tous dans l'interprétation de la guidance. Et on se dit, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de surinflation, il n'y a pas il n'y a pas de résolution du conflit en Iran. Il n'y a pas trop de consommation, et c'est là où en fait je pense que Kevin Ward joue sa carte. Il n'y a pas trop de consommation, et donc on va faire un statu quo. Et pourquoi je dis que Kevin Ward joue sa carte là-dessus? Parce que pour moi, le seul intérêt que je vois à ce qu'il fasse ça et qui ne donne pas de guidance et que notamment ils maintiennent les taux élevés comme ça, c'est que peut-être en fait en ayant ces taux comme ça finalement pendant longtemps un peu plus haut, ils ralentissent la demande. Et ils ralentissent la demande parce que avoir un petit peu d'inflation comme ça pendant là maintenant, regardez, attendez, regardez quand même, ça fait depuis 2021, ça fait 5 ans que les États-Unis n'ont pas connu une inflation plus basse que 3%. Et donc, ça fait 5 ans que tous les mois, s'additionne 3% d'inflation. Quand on dit une hausse de l'inflation de 3%, ce n'est pas par rapport aux 5 ans en arrière, c'est par rapport chaque fois à l'année d'avant, au mois comparable. Et donc, ça veut dire que tous les mois, on a cette augmentation qui se cumule. C'est énorme l'inflation qui est en place depuis 5 ans. Et donc, quelque part, en maintenant ces taux comme ça et en continuant un petit peu cette guerre et donc cette guerre aussi, ce bras de fer, on va dire, économique, ils permettent de maintenir une demande qui est un peu plus ralentie.
Et ça a un impact sur, bon là je ne voulais pas montrer parce que nous on ne trade que le Nasdaq, mais ça a un impact sur tous les taux et notamment sur les taux européens. Les taux européens sont pris un petit peu à la gorge, ils montent beaucoup aussi. Et si on devait avoir la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui serait obligée de remonter les taux, ça renforcerait le dollar aussi. Et donc, c'est toute cette consommation d'un euro plus fort pourrait revenir un petit peu aux États-Unis. Donc, bon, il y a tout un équilibre là sur lequel on joue qui est assez dangereux finalement économiquement, parce que économiquement, il y a quand même un gros danger qui, je trouve, se pressent, c'est que le marché, lui, il est là, il est sur son transat, les lunettes de soleil, il bronze tranquillou et il regarde même pas ce qui se passe, notamment au niveau des taux obligataires qui sont quand même sur des plus hauts historiques et des plus hauts dangereux. Et il y a une information que moi je trouve assez importante et pas facile, et alors qui pourrait vouloir aussi ne pas dire grand-chose, mais qui quand même, je pense, a un réel impact. C'est que euh, les Américains sont exposés, justement, quand on disait la différence entre la crise de 2008, qui était une surexposition au crédit immobilier. Pour moi, il y a une surexposition actuellement aux États-Unis au marché d'action, au marché action. Et donc, souvenez-vous, on avait travaillé sur cette fameuse économie Anka qui disait que il y avait une minorité de la population américaine qui produisait plus de 50% de la production, de la richesse américaine, du PIB américain. Et donc, on avait vu ça en se disant que aussi, pour ralentir l'inflation, ce qui était difficile pour le point d'équilibre de la Fed, c'est que plus on fait de plus-value quelque part sur les marchés financiers, plus on a cette rente d'argent supplémentaire qui nous rentre dans les caisses, et plus on peut faire face à l'inflation qui arrive, et plus on va dépenser, puisque c'est de l'argent qui est fabriqué par l'argent. Et donc, quelque part, si vous voulez, c'est de l'argent qui rentre dans le système et qui dévalorise un petit peu notre monnaie et qui favorise l'inflation. C'est sans rentrer trop dans le détail pour essayer de l'imager un peu de manière la plus simple, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va placer son argent, mais en plus de son salaire, on va avoir une prime parce que nos actions ont performé. Et donc, cette performance, on va pouvoir soit s'en servir pour accepter de payer plus cher ce qu'on a à payer, soit même de s'offrir de dépenser un peu plus. Et donc ça, on contribue à l'inflation elle-même. Donc c'est-à-dire que le rendement des actions, le rendement du marché financier, les gains que l'on produit sur le marché financier contribue lui-même à l'inflation qui est normalement le frein des marchés financiers. Et là, qu'est-ce que c'est que ce graphique? Ce graphique, il nous montre quoi? Il nous montre l'exposition au risque de ces Américains, justement, qui sont de plus en plus exposés sur les marchés. Et aussi, il nous montre que regardez ici, là, tout en haut, c'est sur des sommets, c'est sur des records, c'est l'effet de levier qui est actuellement sur le marché, qui est mis en place sur le marché. Et donc, on peut voir que chaque fois que cet effet de levier, regardez ici, dans la crise des années 2000, des années 2000 avec Internet, ici, on va avoir 2007, juste avant la crise des subprimes, et après, on a eu ici, c'était une longue période, justement, avec l'exposition où c'était la crise de la dette. Donc, pourquoi on a cette problématique-là? C'est l'effet de levier dans quel sens? C'est pas l'effet de levier tel qu'on le connaît nous quand on trade sur le Nasdaq, qu'on a 25 000 $, que le marché en vaut 500 000, et donc si on achète un contrat, on a un effet de levier forcément par rapport au contrat qu'on achète. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont un portefeuille chez une banque ou chez un broker, et que ce broker leur permet de prendre plus de risques que ce que représente leur portefeuille réel. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, j'ai 50 000 $ chez un broker et je peux acheter pour plus que 50 000 $ d'actions.
Et donc, peut-être je suis exposé à hauteur de 100 000 dollars. D'accord? Parce que le broker, il va considérer que s'il y a un crack ou s'il y a quelque chose, eh ben, c'est moi qui lui devrai l'argent. Donc, il y a une exposition comme ça. Et lui va se couvrir avec des CSD, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est ce risque? C'est quoi le risque? C'est que si on a un élément géopolitique ou si on a une tendance qui ne s'améliore pas au niveau des taux directeurs et que à un moment donné, on a peut-être aussi, quand, notamment à la rentrée, il va revenir du volume sur la table, ou surtout, avant toute chose, si on a des résultats d'entreprise qui ne sont plus à la hauteur des attentes du marché, on peut avoir cet effet de sortie de la part de ceux qui ont l'argent, hein, ceux qui ont le plus d'argent, pour aller le réinjecter quelque part sur les taux directeurs, les taux pardon, d'emprunt des États, et donc qui permettrait justement à ces États d'avoir une baisse des prix du taux auquel ils empruntent, puisque forcément, hein, si on a, souvenez-vous, les taux, ça marche dans le sens inverse. Plus on a de personnes qui veulent prêter, moins on emprunte cher. Hein. Plus on a de monde qui veulent me prêter, plus on peut faire jouer la concurrence entre ces personnes-là pour me prêter le moins cher possible. Contrairement aux actions, où plus on a de monde qui veulent en acheter, plus l'action monte. Hein. Donc du coup, là, il y aurait toutes ces personnes qui sortiraient du marché action pour venir sur le marché obligataire. Mais comme on disait tout à l'heure, sur le marché obligataire, ceux qui vont y venir, c'est pas vraiment le tout un chacun. C'est pas le Kevin du Texas qui va vouloir investir dans les bons du Trésor américain. C'est ceux qui, c'est les gros poissons et les grosses banques. Et donc ceux qui sont en indépendant et qui ont des actions et qui sont peut-être surexposés pourront faire, comme on a eu le short squeeze la dernière fois où on avait des stops qui sautaient au niveau des acquisitions, eh ben, ils vont avoir des stops qui sautent au niveau des ventes et on peut avoir une dégringolade beaucoup plus solide. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver en septembre, mais en tout cas, si on devait arriver vers là, on pourrait avoir un basculement très, très, très vif, très, très lourd. On pourrait perdre 30% sur le Nasdaq finalement peut-être en l'espace d'un trimestre si on avait une déception. Pour ça, il faut qu'on ait un élément déclencheur de ça. C'est pas, on ne se demande pas si ça va arriver, mais c'est quand est-ce que ça va arriver. D'accord? Ce que ça va arriver, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord avec cette idée-là, parce que il y a trop d'expositions, mais c'est à quel moment ça va se passer, quel est l'élément qui va déclencher justement donc ces effets de levier et qui va déclencher cette correction saine sur le marché et qui viendrait purifier un petit peu ce marché. Donc, voilà, je ne sais pas pour vous faire peur, mais Ça peut être un élément géopolitique ou c'est ça peut être obligé géopolitique, ça peut être lié au économique, ça marché peut ou être une voilà. déception, ça peut être lié à une déception de résultats d'entreprise, Mmh. ça peut être tellement de choses, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Donc voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que ça va arriver là dans les 3 mois qui arrivent, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a cette exposition. Et cette exposition, elle est d'autant plus, on va dire, dangereuse dans le contexte géopolitique actuel, en fait, hein, parce que Ouais. justement, alors peut-être que c'est aussi ce qu'ils peuvent espérer au niveau des banques centrales et se dire que quand il va y avoir cette rotation comme ça, quand il va y avoir le fly to quality, hein, c'est on s'envole vers quelque chose qui est rentable, en fait. Hein, on quitte la mouche, elle quitte une vache qui est malade, on va dire, pour aller sur ce qui est rentable. Quand on va avoir ce changement-là, ce basculement-là, ben, eux, leurs taux vont directement s'écraser. Et donc, ça leur permettra peut-être d'y voir plus clair et d'être un peu plus tranquille, notamment au niveau de l'endettement. Par contre, ça n'arrive pas. Alors, ça n'arrive pas parce que c'est en permanence dopé par cet effet. Il y a tellement de monde, c'est vraiment une grosse tendance, hein, on le voit, il y a plus de monde exposé qu'avant. Regardez, il n'y a jamais eu autant de milliers de milliards en ligne sur le Marché.
sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est quand même et d'acteurs différents. Hein. Et ça, on l'avait vu aussi quand on avait travaillé avec l'idée que on avait finalement le trader retail qui pesait de plus en plus sur le marché. Là, ça le confirme. Ça le confirme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, du marché dans les jours à venir? Bon, cette semaine, vous l'avez vu, ce sera une semaine très très plate, donc on n'aurait pas à avoir grand target. Hein. Si on revient sur 30 000, ce sera une zone forcément qui sera une zone très intéressante, au moins de rebond, hein, de toute façon. Je ne vois pas pourquoi le marché casserait sans nouvelles géopolitiques, casserait les 30 000 et descendrait plus bas que les 30 000 points. On a une zone aussi vers les 28 900 qui est quand même très intéressante, donc on va se marquer ces deux-là. Mais voilà, on devrait être plutôt dans une phase de range toute la semaine. Parce que c'est pas sans le volume, c'est pas sans les acteurs principaux que va se créer une tendance. Hein, oui, sauf si tweet, bonne annonce ou mauvaise annonce qui là pourrait, oui, créer un gap, mais qu'il soit bon ou pas bon. Mais là, c'est que la géopolitique cette semaine qui va vraiment pouvoir décaler le marché d'un côté ou de l'autre. Là, peut-être ce soir, il va dire qu'il va les tuer. Demain ou après-demain, il sera gentil. Et vendredi, ça recommencera. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc là, oui. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour les mois à venir? Ben, finalement, on n'a pas là, si vous voulez, le marché, il subit bien les choses parce que en septembre, on aura la réunion de la Fed. Si en septembre, de toute façon, en septembre, on ne devrait pas avoir de hausse de taux. Hein, je pense que Kevin Warsh, il fera tout pour pas monter les taux. On peut voir que quand même, depuis ce temps-là, depuis notre dernière réunion, peut-être à la rentrée, on fera une spéciale sur le Japon et ce qui se passe au Japon. On a vu que notamment les États-Unis étaient intervenus sur le marché japonais pour directement acheter du yen, soutenir la monnaie japonaise, hein, pour pouvoir soutenir cette monnaie. Pourquoi? Parce que les Japonais sont quand même un des principaux détenteurs de dettes américaines. Et donc, si on a un défaut ou si on a un problème au niveau de la monnaie, parce qu'on n'est quand même pas sur le niveau de défaut, mais si on a un problème au niveau de la monnaie japonaise, eh bien, il y a un risque systémique pour les États-Unis. Donc, c'est pour ça que les États-Unis sont intervenus. Mais ça aussi, gros bémol, ça peut aussi venir de quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu qu'ils leur avaient dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils vendent les trésors, les bons trésors américains. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. intervenus. De vendre les bons C'est pas qu'ils leur ont interdit, c'est qu'ils sont intervenus pour ne pas avoir besoin de faire ça. Le yen était tellement secoué qu'il a fallu que l'intervention des États-Unis pour soutenir le yen face au dollar. Donc, c'est que et si on avait laissé à la dérive aller comme ça la monnaie japonaise, ben, ils auraient certainement dû liquider des obligations d'État pour pouvoir un petit peu se renflouer en monnaie. Et donc, ben, c'est tout. Pas bon pour les Américains. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour les Américains si on liquide de la dette parce qu'on tire le marché, le taux de la dette vers le haut, du coup, finalement. Donc, c'est la difficulté. Et parce que si le détenteur de la dette ne veut plus de la dette, eh ben, ça veut dire que si le vend, c'est bien quelqu'un d'autre qui le rachète. Eh oui, mais il ne le rachète pas au prix où toi tu l'avais acheté. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et donc, là, cette différence, déjà, ben, elle liquide, il y a une perte de. Comme c'est plus dangereux, il achète plus cher, c'est ça? Et oui. Et oui, mais surtout, il y a un double effet entre oui, tu vas perdre la différence entre ce que tu avais acheté, c'est comme nous, hein, entre ce que tu avais acheté et ce que tu vas vendre. Ils vont perdre la différence si le taux est beaucoup plus élevé. Forcément, quand ils vont vendre, eh ben, ça veut dire qu'il va y avoir de la liquidité il va y avoir une dévaluation de la monnaie, puisque ça, c'est vraiment plus lié au forex
forex et au marché monétaire, mais il va y avoir aussi une mauvaise image, c'est-à-dire que le détenteur d'une dette est prêt à encaisser une perte pour s'en débarrasser. Ouais, ouais. Qu'est-ce que Ouais. toi, si tu vas pas acheter celle-là de dette, mais tu vas en acheter Ah une non, nouvelle. À combien tu vas l'acheter? Plus cher ou moins cher que ce que tu avais bon, prévu? Tu vas moins vouloir cher. l'acheter plus cher. Tu vas pas Pourquoi? l'acheter moins cher. Tu vas te dire, attends, c'est Pourquoi je risqué. vais acheter C'est-à-dire que plus cher? même les détenteurs, ils s'en séparent. Donc, c'est l'image aussi que ça peut donner. Donc, il y a un double effet, hein, sachant que la psychologie sur les marchés, souvenez-vous, c'est un gros, ça joue beaucoup. Hein, c'est tout bête, mais ça joue beaucoup. Donc, voilà, on a ça, on en parlera certainement à la rentrée, mais ça peut aussi venir de ça. Ça peut venir de ça, ça peut venir aussi des Européens, hein, les Européens qui peuvent, pris à la gorge, avoir besoin un petit peu peut-être de monter leur taux ou de baisser leur taux et avoir un impact. Bon, baisser, ça m'étonnerait dans le contexte géopolitique actuel, mais en tout cas avoir un impact et pousser les États-Unis aussi à devoir agir. Donc là, on va rentrer honnêtement, d'ici la fin d'année, on va rentrer dans un moment un peu charnière et de niveau économique qui va permettre de pouvoir voir, justement, on aura des travails des cartes des travails du dimanche qui seront super intéressants et puis un gros enjeu sur les marchés. Voilà. Donc, on devrait avoir une grosse direction, en tout cas, dans les 3 mois, là, dans le trimestre qui arrive, on devrait avoir une grosse direction à la hausse ou à la baisse, mais on devrait avoir une direction assez franche. Voilà. Rien n'est impossible, ils peuvent très bien aller chercher les sommets avec des bons résultats d'entreprise qui arriveront de toute façon, tiens, on va le regarder vite fait, mais qui arriveront assez vite. Hein. Hop. Tiens, voilà, Nasdaq, voilà. Prochain résultat, on va faire hop, c'est pas ça, ça c'est le cumul. Bon, normalement, de toute façon, ça devrait pas tarder. Résultat, voilà. Mais ça, c'est tout le temps quand je cherche quelque chose que je vais pas le trouver de suite. Les résultats de quoi? Tu cherches là? Les résultats de Apple ou Ah, des autres, hein, peu importe. Voilà, donc le 29 octobre. Et donc là, en septembre, on va avoir la décision de la Fed et en octobre, on aura directement déjà les résultats des entreprises. Donc, il y a toute une vague de résultats qui vont sortir. Donc, en fait, d'ici la fin d'année, normalement, il n'y a pas. En septembre, pour moi, c'est acté qu'on n'aura pas de baisse de taux et qu'on n'aura pas de hausse de taux. On aura un statu quo. Donc, statu quo, si on a plutôt des chiffres cohérents, notamment au niveau de l'inflation, ce sera pourquoi? Ce ne sera pas parce qu'on aura des bonnes nouvelles au niveau géopolitique. C'est surtout parce qu'on aura, pour moi, un ralentissement de la consommation. Mais comme de toute façon, les entreprises qui font des résultats font du résultat sur la projection, sur les guidances notamment qu'ils auront, et pas forcément sur la consommation des consommateurs, mais plus sur la consommation de puces mondiales, etc., ils peuvent très bien sortir des bons résultats, même avec un ralentissement économique. Ça c'est clair. Voilà. Donc, bon. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais non, ça va, moi, j'ai fait le tour, comme en savoir parler de tout ce que j'avais prévu. non, ça va, merci. Allez, alors, parfait. Merci. Donc, je vous dis du coup à demain. Ça marche. Et puis merci à vous deux. Merci. Allez, ouais, et une Bisous. semaine de range, hein, une semaine de range, je passe entre 30 000 certainement et 30 250. Voilà. D'accord. Cool. Allez, Allez, ciao. bisous. Ciao. Ciao.